Bonsoir à tous. Si vous nous suivez actuellement, ça veut dire que vous êtes les tout premiers venus au grand rendez-vous ce soir. Partagez tout simplement l'info et dites aux voisins que les bonnes choses ont commencé sur BB24 et ça démarre toujours par la météo. C'est le grand rendez-vous, un tour dans les zones rurales et principalement dans les zones agricoles. Vous allez tout simplement constater que ça brûle déjà dans ces zones. Ce sont les feux de brousse précoces, une bonne action ou pas? Si oui, est-ce que c'est le bon moment pour donc réaliser ces feux, pour allumer ces feux de brousse, si on peut le dire ainsi? Réponse d'un agent des eaux et forêts sur la rubrique Nature et bien-être. Ce soir, on connaîtra le lauréat de Bénin Top 10 2018, quelques minutes, bien sûr, avant le démarrage de cette soirée. Nous allons recevoir le lauréat du meilleur prix Espoir 2017 et il s'agit bien sûr de T-Boy qui parlera de son après Bénin Top 10. Fini donc les inquiétudes par rapport à la célébration, je dirais plutôt à la cohabitation des médias traditionnels et nouveaux médias. C'est clair, les deux se complètent tout simplement et suivez tout à l'heure l'expert pour nous en dire plus. Suivez également le journal à 19h45 et ce sera présenté par Ulvaeus Balogun ce soir. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Monsieur Mugawa. Et il y a quoi au menu du 19h45 ce soir? Eh bien, au menu, dans l'actualité de ce soir, nous parlerons de l'effervescence observée durant ces périodes de fête dans les marchés, notamment avec les étalages qui sont inondés de produits de grande consommation, souvent périmés. On parlera également des médias en ligne, des blogueurs et autres acteurs de la toile qui se retrouvent au sein des médialogues pour mieux comprendre les enjeux du numérique. Enfin, on parlera de Bénin Top 10, comme vous l'avez d'ailleurs annoncé, qui célèbre cette année sa 4e édition. C'est une compétition qui fait la promotion de la musique traditionnelle et moderne béninoise. Voilà pour l'essentiel du menu de ce soir. Merci à vous, Ulvaeus Balogun, Bénin Top 10, 11e édition cette année, hein, c'est ça? 11e édition. Oui, 11e édition. On va se retrouver tout à l'heure pour le développement de toutes ces informations annoncées. Déjà, on continue avec vous. On ouvre d'ailleurs même les plateaux Nature et bien-être en tout premier. Alors, nous allons faire un tour ce soir dans les zones rurales, dans les zones agricoles principalement, pour constater les feux de brousse précoces déjà en cours, tout simplement. On se demande si c'est le bon moment. Réponse avec l'adjudant-chef Mathias Dancy, adjudant-chef des eaux et forêts. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le responsable communal des eaux et forêts, chasse
de Toribocito. Tout à fait. Alors, une zone également réputée en matière de feux de brousse, on peut le dire ainsi déjà, mais ça se passe quand même tous les ans, ces feux de brousse. Est-ce que c'est une bonne chose? Les feux de brousse ont leur utilité, mais portent également des dangers. Les feux de brousse ont une certaine utilité, mais portent des dangers. C'est pour ça que les techniciens, l'administration a réglementé pour définir des formes de feu, des types de feux. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Si vous ne savez pas manipuler, gérer le feu, ça devient du crime. Et pour qu'on n'aille pas à la phase du crime, les autorités ont réglementé le feu, le type de feu qu'on appelle feu précoce. C'est le feu qui est le plus utile, un feu allumé à titre préventif pour, par mesure de sécurité, pour protéger les habitations, protéger les récoltes, protéger les plantations et protéger tout ce qui est combustible dans le milieu. Alors, quels sont les paramètres qui permettent en tout cas aux gens de qualifier un feu de feu précoce que vous avez dit bénéfique pour l'environnement? La précocité du feu réside dans le fait qu'il est allumé en début des saisons sèches. En début, à ce moment, la biomasse, la quantité totale d'herbes ou bien de végétales sèches n'est pas assez importante. Et quand le feu précoce passe, il crée un grand vide. Et au second tour, quand un autre feu venait à être allumé, plus tard, ce qu'on va qualifier de feu tardif, il n'a plus d'incident, il n'a plus d'impact aussi dangereux. Donc le feu précoce vient prévenir tous les dangers que portent les feux tardifs, que nous qualifions aussi de feux criminels et dangereux. Est-ce qu'on peut dire qu'on est au bon moment pour allumer les feux de brousse? Ça varie des régions parce que déjà, au nord, au niveau des départements de la Liborie et de la Takora, on a déjà lancé les feux, la campagne a été lancée du 1er novembre au 30 novembre. Quand on descend... Donc c'est déjà fini, hein? Oui, ça varie des régions. Vous savez, le nord est plus sec que le sud. Et le milieu en est un intérieur. Donc, au niveau du Borgo, des départements du Borgo, de la Donga, des collines et aussi des plateaux, les feux précoces sont recommandés du 15 novembre au 15 décembre. La dernière région qui est tout à fait celle méridionale ou du centre, c'est la région du Zou, de l'Ouémé, du Monokoufo, de l'Atlantique et du littoral, où là, les feux précoces sont recommandés du 1er au 30 décembre. Donc nous sommes pratiquement à la fin de toutes les périodes d'allumage de feux précoces. Et fini cette période-là, on ne doit plus enregistrer de feux de brousse. Si à partir de janvier, plus de feux de brousse. Plus de feux de brousse, parce que si on met le feu, à partir de janvier, le feu qu'on met après les feux précoces, après la période définie pour les feux précoces, est un feu dangereux qui annule tous les efforts de protection que nous, agents des eaux et forêts, ont fait au niveau de l'écosystème. Tout le reboisement qu'on a fait dans la campagne, si on ne sait pas gérer les feux, tout s'annule. Et il y a un dégât économique dans les plantations et aussi dans les exploitations agricoles. Est-ce que c'est nécessaire, ces feux-là, les feux précoces, les feux de brousse, est-ce que c'est nécessaire? Justement, ce n'est pas du tout nécessaire. Le feu, en fait, doit être fait pour aménager et éloigner les reptiles, protéger les récoltes, juste dans une certaine mesure de protection. Et c'est ça qui est utile, c'est ça qui est recommandé et qui prend le nom de feu précoce. En dehors de ça, vous allez croiser nos jeunes garçons, les jeunes ruraux, quand les travaux champêtres ont pris fin, il semble qu'ils sont ennuyés et déclenchent une activité de chasse, ce qui n'est pas d'ailleurs autorisé. Ils déclenchent une activité de chasse et quand ils constatent une brousse abritant quelques espèces de faune, ils encadrent cette brousse-là, ils mettent du feu. Ils brûlent et ils font chasser, ils font renvoyer les animaux sur des aires un peu ouvertes et ils les tuent n'importe comment. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, en fait, les feux de brousse. Maintenant, les précoces, vous avez dit que vous les organisez. Comment est-ce que vous accompagnez les populations? Les feux précoces, d'abord, depuis octobre, le ministre du cadre de vie, notre ministre de tutelle, a déjà pris un arrêté. Chaque année, le ministre prend un arrêté pour définir les conditions de lancement, les conditions de gestion des feux précoces. D'accord. Et c'est déjà fait, l'arrêté 144. Après ça,
toutes les inspections, tous les chefs-postes, tous les agents des eaux et forêts, en collaboration avec les autorités locales, nous nous lançons dans une campagne de sensibilisation pour informer la population que si quelqu'un a des herbes proches, si quelqu'un a envie de faire du feu, il n'a qu'à le faire le plus tôt pour ne pas tomber dans la période rouge des feux tardifs, des feux dangereux, criminels. Parce que quand vous le faites en cette période, ça échappe le plus souvent au contrôle de l'auteur. Et quand ça échappe au contrôle de l'auteur, ça devient de l'incendie, ça devient des dégâts énormes. Et c'est triste en ce moment-là. C'est-à-dire que les plantations sont parties, les habitats également. Voilà. Imaginez qu'une plantation de palmiers sélectionnée, installée à grands coups, prenne feu, soit 10 hectares, 20, 30, 40, 50 hectares. Une petite bûchette, une petite soif de chasse arrive à mettre en incandescence, en combustion, toute cette économie verte. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça chute, ça bloque la vie des plantations et ça ruine les planteurs privés. Si ça rentre dans les récoltes, surtout nous sommes en période de récolte de coton maintenant, si jamais on s'amuse à mettre les feux n'importe comment, les cotons qui sont récoltés dans les champs et qui ne sont pas surveillés seront facilement brûlés. Et il faut voir combien le paysan investit pour produire le coton. Vous voyez le centre d'intérêt qu'il y a au niveau du coton en matière de production, en matière de valeur économique pour notre État. Donc, il faut vraiment qu'on sensibilise nos populations à leur dire, à partir de janvier, sur toute l'étendue du territoire, ceux qui auraient commis des petits retards, depuis l'extrême nord, en passant par le centre jusqu'au sud, à partir du janvier, partout au Bénin, si quelqu'un met du feu, il sera attrapé, traité comme tel. Ah oui, il y a des sanctions? Il y a des sanctions. Il y a l'article 194 de la loi 93-09 de janvier 1993 qui punit sévèrement. Même si vous allumez le feu de manière volontaire, vous trouvez des motifs pour expliquer que ce n'est pas de votre propre volonté, la loi vous punit d'une amende de 50 000 à 500 000 et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Et si on constate que c'est fait de manière volontaire, la peine est doublée. Donc, nous devons conseiller nos populations, conseiller tous les acteurs agricoles, les acteurs de brousse, à se méfier de la mise du feu à partir du mois de janvier. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'actuellement, il n'y a plus de feu de brousse dans la région septentrionale du Bénin? Voilà. Parce que souvent, c'est après janvier qu'on constate en réalité ces actions, ces activités dans ces zones-là. La notion du feu de brousse regroupe les deux feux, les feux précoces et les feux tardifs. Vous comprenez? Depuis donc le mois de novembre, l'autorité a déjà pris cette disposition. Si quelqu'un allume les feux après fin novembre, dans l'extrême nord, oui, il est en infraction. Si quelqu'un allume après le 15 décembre dans le centre, il est en infraction. Si au sud, chez nous, du centre jusqu'au sud, si quelqu'un allume après le 30 décembre, il est en infraction. Donc si quelqu'un se hasarde, moi je ne peux pas dire que je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais si jamais on arrivait à détecter l'auteur d'un feu, les complices d'un feu dans ces zones-là, à partir de ces périodes-là, ils seront sévèrement punis par les autorités judiciaires. Sinon, actuellement, les agents des eaux et forêts sont également sur le terrain pour contrôler les feux précoces dans la partie méridionale. Justement, ils sont partout, dans les parcs, dans les forêts classées, ils sont partout sur l'étendue du territoire, ils surveillent point par point. Mais ce qui se passe quand les gens se cachent quelque part et ils allument le feu, on n'a pas de radar, on n'a pas encore cette capacité technique de détecter facilement l'auteur. Mais ce qui est sûr, on dit tous les jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Le jour où on va les prendre, ils vont regretter
presque tout ce qu'ils ont fait. Presque tout ce qu'ils ont fait. On comprend tout simplement que les feux précoces sont bénéfiques, en tout cas pour l'environnement. C'est pour préserver en fait l'environnement, la biodiversité. Préserver la biodiversité. Et préserver aussi l'économie. L'économie, justement, parce que je l'ai étudié tout à l'heure, si vous laissez une plantation de fruits, d'orangers, vous voyez combien ça... Et quand ça prend feu, c'est un drame. C'est un drame. On ne peut plus accepter ça dans notre pays. Mais des fois, ces grandes plantations, quand vous prenez le cas des plantations d'orangers, de palmiers à huile, des fois, ils ont besoin de mettre un peu les feux de brousse pour brûler les herbes, les herbes qualifiées de mauvaises. Justement. Évidemment, techniquement, il est recommandé que chaque planteur, chaque individu qui détient une plantation fasse du pare-feu. Une bande d'environ 5 à 10 mètres, bien nettoyée, sacrée, nettoyée, tout autour, débarrassée de tout combustible inflammable, tout autour de votre plantation. Mais si par imprudence, l'agriculteur ou bien le planteur ne fait pas ça, et que vous trouvez autre motif pour mettre le feu, s'il n'y avait pas eu de feu, et que le type n'avait pas fait son pare-feu là, rien ne pouvait venir comme danger dans sa plantation. Donc, nous recommandons vivement que les propriétaires de plantations également tiennent compte de ces activités techniques pour protéger leur plantation. S'ils ne veulent pas faire ça chaque année, il y a des espèces anti-feu. L'espèce qu'on appelle le jatropha. Toujours vers 365 sur 365 jours. Il peut prendre ça pour en faire des haies tout autour de la plantation. Et là, quand le feu vient, il échoue. Donc, on recommande, on conseille à travers cette émission que tous les propriétaires de plantations prennent les dispositions pour réaliser des pare-feux déjà autour de leur plantation. Mais ça ne protège pas l'auteur du feu. Lorsqu'on arrive à enregistrer un feu dont on connaît l'auteur et les complices, ils seront sévèrement punis. Même ceux qu'on aura invités au secours pour éteindre et qu'ils vont refuser, la loi les punit également. Ça punit même les... oui, quand il y a feu et qu'on vous invite à venir éteindre et que vous refusez de porter assistance, la loi vous punit également. Ah oui. Oui, la loi. Non-assistance à personne en danger. Voilà, ou à économie en danger, on peut le dire ainsi aussi. Merci beaucoup à vous, adjudant-chef Mathias Dancy, adjudant-chef des eaux et forêts, responsable communal des eaux et forêts, chasse de Tori-Bocito. Merci également pour toutes ces informations. On est mieux éclairé par rapport donc au feu de brousse précoce. On comprend tout simplement que c'est bénéfique pour l'environnement et qu'à partir du 31, c'est terminé. Plus de feu sur toute l'étendue du territoire national. Merci, à très bientôt. Vous me permettez de remercier mes autorités qui m'ont permis d'être ici. Certainement qui vous suivent et que on profite bien sûr pour le dire. Vous savez, la télé, c'est également question de temps. On y va très très rapidement. Merci. On vous retrouve, chers téléspectateurs, dans un instant. On marque une pause. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Voilà, merci beaucoup. De retour en plateau, faisons place tout simplement à l'expert à présent. Oui, c'est un expert maison qu'on reçoit ce soir pour vous, chers téléspectateurs, pour parler des rapports entre médias traditionnels et nouveaux médias. Bonsoir, Maurice Tantan. Bonjour, Assir Mugaba, comment vous allez? Je vais très très bien. On vous reçoit en tant que président de l'Association des blogueurs du Bénin. Vous avez organisé des activités ces derniers jours pour discuter entre médias, c'est-à-dire médias traditionnels et nouveaux médias. On appelle ça médialogue, c'est vrai. Mais quel rapport existe aujourd'hui entre les médias traditionnels et les nouveaux médias?
Mais si le rapport qui existe et qui est évident, c'est de la complémentarité qu'il y a entre les médias traditionnels aujourd'hui qui sont la télévision, la radio, la presse écrite et tout ce qu'on met dans le vocable nouveau média qui est toutes ces applications, cette plateforme qui sont apparues avec l'Internet et plus précisément avec l'Internet social dont je veux parler des réseaux sociaux, mais également des applications qui existent, des forums de discussion qui constituent en fait l'ensemble de ce qu'on appelle les nouveaux médias parce que ce sont également des canaux de diffusion de l'information. De l'information qui n'est pas forcément journalistique parce que ceux qui produisent ce contenu-là informationnel sur ces plateformes n'ont pas reçu la formation comme vous en tant que journaliste, mais ils produisent du contenu qui est proche de l'information, qui est pris comme de l'information par les utilisateurs. Et donc, évidemment, il faut essayer de trouver les liens, les rapports qu'ils peuvent avoir entre les médias classiques et ces nouveaux médias. Et surtout, il faut également préciser que sur ces nouveaux médias-là se retrouvent également des acteurs des médias traditionnels. Donc, vous avez aujourd'hui des télévisions, des radios qui ont leur page sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et qui existent sur ces plateformes-là. Et donc, évidemment, il faut trouver le moyen d'exister tout en gardant le professionnalisme qui caractérise le journalisme. Alors, est-ce qu'on peut dire que les craintes ont été dissipées désormais et que, bon, ça marche bien? Vous avez parlé de complémentarité entre ces deux types de médias. On ne peut pas dire totalement. Par contre, je peux dire qu'il y a une évolution parce que l'idée de Médialogue, donc de cette initiative de dialogue entre les médias, est née depuis 2016. On a réalisé un premier atelier en mars 2017. Et lors de cet atelier inaugural, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de clivages, que quand on parlait d'amener la télévision sur Internet ou bien de mettre les productions journalistiques de la presse écrite sur Internet, il y avait des réticences que certains journalistes de la presse écrite ne voyaient pas l'intérêt d'avoir une page Facebook ou bien d'avoir un site Internet. Par contre, récemment, lorsqu'on a fait l'édition 2018 de Médialogue, c'était plus les mêmes positionnements durs ou radicaux. Non, les gens, ils ont compris, les journalistes ont compris que non, il y a une démarche à aller vers les médias, les nouveaux médias. Il y a même des médias des sites d'information, des médias d'information qui n'existent que sur les réseaux sociaux, qui n'existent que sur les plateformes numériques. Et donc, ceux qu'on appelle les pure players, donc qui n'ont pas une télévision, une radio, une presse écrite, mais qui sont sur les plateformes numériques. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans la conception, même dans l'acceptation de l'un et de l'autre, parce que inversement, il y a les acteurs des nouveaux médias qui davantage apprennent une certaine déontologie. Il n'y a pas de déontologie en matière de nouveaux médias, mais il y a une déontologie de la presse qui est appliquée à tous les journalistes. Mais les acteurs des nouveaux médias aussi commencent à quand même prendre conscience de la nécessité d'avoir des règles de conduite pour ne pas tomber dans certains pièges comme les fake news. Vous savez, aujourd'hui, on a également le code du numérique, qui frappe fortement tout ce qui concerne la diffamation, les fausses informations, etc. Et donc, il y a cette nécessité-là, il y a cette prise de conscience d'une certaine professionnalisation. Et alors, comment expliquer alors cette complémentarité entre ces médias? Comment ça fonctionne? Comment expliquer ou comment ça fonctionne? Moi, je pense que c'est une évidence. On est dans une évolution du temps. Et donc, quelles que soient les entreprises, quelles que soient les structures, les organisations qui existent, on s'adapte autant à l'évolution du temps. En 1990, il n'y avait pas Internet. Après, on était à l'époque de la télévision qui est reine, la presse, etc. Aujourd'hui, avec Internet et avec le web et le web social, aujourd'hui, on a des plateformes où les gens se rencontrent. Vous vous rendez compte que si Facebook avait été un pays, ça aurait été le pays le plus peuplé au monde. Parce qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs au moins qui se connectent sur la plateforme par mois. Et donc, c'est une évolution, c'est une donnée qui s'impose à tout le monde. Les entreprises aujourd'hui vont sur Facebook, les personnalités vont sur Facebook, parce que c'est là-bas qu'il y a le public, c'est là-bas qu'il y a l'audience. Et donc, tout le monde va vers ces plateformes-là qui existent, qui aujourd'hui Et donc, les médias traditionnels aussi. Les médias traditionnels sont obligés d'y aller. Donc, c'est une sorte d'adaptation à l'évolution du temps.
C'est ça que nous avons aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce que ça va être. Et donc il est nécessaire que les médias traditionnels continuent à être ce qu'ils sont, mais en s'adaptant à ces nouvelles formes, nouveaux canaux de distribution de l'information. Parce que si vous avez, les gens ils vont chercher le public là où le public est. Donc si vous pensez que vous pouvez trouver votre public sur Facebook, vous êtes obligé d'être sur Facebook. Je ne pense pas qu'il y ait un média aujourd'hui qui va se refuser d'avoir accès aux 800 000 Béninois qui sont sur Facebook. Non, tout le monde voudra trouver ça. Donc c'est là que se trouve la complémentarité. Après, chaque média a ses spécificités. Vous êtes sur les nouveaux médias, c'est plus la spontanéité, les images, la vidéo et tout. Donc on s'adapte aussi à ce contexte-là, alors que de l'autre côté de la télévision, de la radio, il y a une certaine programmation. Le journal passe à 20h, il y a le journal de 20h, le journal de 13h. Alors que sur Facebook, sur les nouveaux médias, c'est l'instantanéité. Donc l'information apparaît et puis on balance aussitôt, on n'attend pas. Alors l'information vient aussitôt, on balance. Est-ce que vous avez constaté que c'est facile aux médias traditionnels béninois de s'exporter sur ces plateformes-là aujourd'hui? Est-ce que c'est facile pour eux? Comme j'ai dit, c'est une évolution, ce n'est jamais facile de s'adapter à l'évolution. Je pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est une prise de conscience. C'est ce que nous sommes en train d'observer en 2017 et 2018. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont conscients qu'on ne peut pas rester en marge de l'évolution. Vous savez, ailleurs, il y a des médias classiques qui ont disparu au profit de ces nouveaux médias. Il y a des entreprises de presse qui ont dû fermer porte parce que leur édition papier ne rapportait plus. Donc, ils se sont consacrés uniquement à l'édition numérique, à l'édition digitale. Donc, il y a une prise de conscience aujourd'hui et il y a des entreprises de presse qui naissent exclusivement sur les numériques. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur de ne plus gagner, de ne plus vendre ces articles parce qu'on ne vend plus les papiers, il faut s'exporter sur les plateformes numériques, alors que, bon, est-ce que le consommateur béninois est prêt à acheter ce qui est numérique tout de suite aujourd'hui? C'est ça la difficulté. Et quand on fait les discussions, c'est justement sur ce point qu'il y a achoppement. Parce qu'en fait, il n'y a pas un modèle économique qui est éprouvé, qui est connu, qui est applicable tout de suite. Voilà. On connaît le modèle économique de la presse classique et tout, qui a déjà fait son temps depuis plusieurs années, des dizaines d'années, et c'est qui est appliqué. Ici, le comportement du public est complètement différent. Sur Internet, on a tendance tous à préférer ce qui est gratuit, quelle que soit l'application. Quand c'est gratuit, ça marche. Mais quand ça devient payant, il y a un petit frein. Généralement, on prend une application, on fait l'essai 30 jours et après, on le continue. On désinstalle. Oui, parce qu'on veut ce qui est gratuit. C'est ça qui est la difficulté au niveau du numérique. Parce que même une entreprise de presse qui fait sa transformation numérique, qui engage le virage du numérique, il dépense, il fait des dépenses, il engage un webmaster, il recrute des personnels spécialisés pour gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, il y a une nécessité de trouver un modèle économique. C'est ça la difficulté, c'est ça qui crée la peur aussi au niveau des médias traditionnels. Donc, alors, il n'y a pas de modèle standard, il n'y a pas de modèle magique. Il faut trouver, il faut y aller, il faut l'éprouver, essayer de trouver le modèle qui marche. Et l'autre difficulté aussi au Bénin, c'est que le moyen de paiement électronique n'est pas développé. Voilà. Si vous avez une plateforme numérique aujourd'hui, et même il y a des gens qui font par exemple du téléchargement de tout ça, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de moyen de paiement électronique qui soit éprouvé, qui soit sécurisé, fiable, etc. Donc on est réticent, y compris moi-même, à mettre... D'abord, ça n'est pas disponible, ou quand on est réticent à mettre ces données sur ces plateformes-là. Donc c'est ça qui crée beaucoup de difficultés et c'est le challenge. Je pense que c'est le challenge des prochaines années, des prochains mois. Et quand on va pouvoir trouver ces solutions-là, peut-être que ça va aller. Parce que le numérique, c'est quand même la dématérialisation. Complètement. Dématérialise complètement et donc ça, on ne peut pas changer quelque chose. En tout cas, on espère bien que ce système de paiement numérique va être installé. Ça va venir d'où en réalité? Est-ce que c'est les médias qui doivent proposer un modèle ou c'est plutôt l'État qui doit le faire, organiser l'environnement pour permettre aux autres d'investir? Je pense que en fait, c'est
c'est une infrastructure nationale qu'il faut. Et je pense que le code du numérique a jeté les bases. Après, le code du numérique, c'est de la théorie. Dans la pratique, il faut un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites au niveau du gouvernement. On va avoir un centre de données, un data center national. Voilà. Après, il y a des questions de signature électronique, de confiance aussi qu'il faut installer pour permettre de développer. Je pense que le développement du paiement électronique est l'un des axes du projet numérique du gouvernement. Donc ça, il faut créer d'abord l'environnement, l'infrastructure qu'il faut afin que différents acteurs puissent s'implémenter là-dessus. Ce n'est pas seulement la presse. Il y a les entreprises qui, par exemple, qui offrent des services de livraison ou les commerçants qui peuvent encaisser, recevoir des paiements à distance. Et ça, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Je ne sais pas si vous allez ailleurs, vous avez des supermarchés qui existent en ligne que vous pouvez aller choisir les marchandises, les articles et payer en ligne. Aujourd'hui, au Bénin, ce n'est pas un système qui existe. Il y a des solutions avec ce qu'on appelle les paiements mobiles, le mobile money et autres, mais c'est difficilement implémenté sur le net. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement que ça évolue en matière de rapport, en matière de collaboration entre médias traditionnels et nouveaux médias au Bénin, et que la complémentarité est de mise. Et ça évolue. Ça évolue progressivement. Ça évolue. On espère que ça va évoluer un peu plus rapidement et que surtout, chacun y trouvera son bénéfice. Son bénéfice, vraiment. C'est surtout cela. Tout le bonheur, en tout cas, de l'économie béninoise, surtout lié à la presse. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On va marquer une seconde pause sur ce grand rendez-vous et on revient pour recevoir pour vous l'artiste, si vous voulez, de cette soirée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Ce soir, on connaîtra le lauréat de BNN Top 10 2018. Nous sommes à quelques minutes, bien sûr, de cette soirée et nous allons recevoir pour vous le meilleur espoir, artiste meilleur espoir 2017 de cet événement qui est organisé, bien sûr, par l'ORTB. C'est Horizon Culture. Oui, nous sommes donc à quelques minutes avant le démarrage de la soirée BNN Top 10 2018. Nous recevons d'ailleurs même pour vous le lauréat du prix Meilleur Espoir 2017. T-Boy, bonsoir. Très le bon parlant, bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau pour parler de ton après BNN Top 10. BNN Top 10, Meilleur Espoir 2017. On s'y attendait certainement pas ou c'est le résultat d'un travail? Bon, on s'y attendait pas, ça il faut le dire. C'est vrai que je travaille déjà depuis près de 10 ans, mais la venue de Trelele a été spectaculaire en fait. Ce que ça a provoqué a été vraiment spectaculaire. Et en même temps, je remercie le peuple béninois qui a fait de ce son un hit un peu, est-ce que je dirais mondial, mais c'est quand même passé. Ah oui, ben, si vous pensez au mondial, c'est-à-dire après BNN Top 10, il y a eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Ouais, déjà je remercie l'ORTB puisque en étant meilleur artiste espoir, sacré au BNN Top 10, je salue aussi en même temps les organisateurs et j'ai eu... comment vais-je dire, est-ce que je vais dire
comment qualifier ce mot, l'honneur, voilà, de représenter, s'il vous plaît, l'Afrique quand même. L'Afrique, hein, après Bénin Top 10. Oui, j'ai représenté l'Afrique en Asie, dans une ville qui s'appelait Akşebat, c'est en Turkménistan. Donc, j'étais d'abord à Istanbul, après j'ai été en Asie, donc j'ai représenté l'Afrique. J'étais le seul noir dans le pays, c'était vraiment... Wow. C'était un truc... Vraiment, c'était une grosse expérience parce que ne voir personne qui ait la même couleur de peau que toi, j'ai compris que c'est vraiment difficile. C'est difficile? Ouais, beaucoup difficile. Parce que déjà, le niveau était tellement haut, parce que le podium déjà m'a tellement impressionné, parce que c'est des trucs que je vois à la télévision, c'est des podiums que tu vois monter pas de grandes stars aux États-Unis. C'était quel événement en fait? C'était un festival où chaque artiste espoir du continent venait en fait. Donc c'était le festival ABU. ABU. Ouais, donc c'était une association des télévisions. Donc ils m'ont sélectionné. L'Afrique m'a sélectionné et puis donc je suis parti faire du soyoyo. Du soyoyo? Ouais, voilà, je suis parti faire du soyoyo. Un truc typique de chez nous parce que je me dis un artiste devrait donner forcément une identité à la musique qu'il fait. C'est tellement primordial. C'est vrai, ils ont aimé Trelele, mais quand ils ont écouté mon morceau Namba, qui est du soyoyo, c'était nouveau pour eux. C'était nouveau. Ils n'avaient jamais entendu. Même le pain que j'avais porté, c'était du wow pour eux. Donc moi, j'étais content de leur avoir apporté quelque chose de nouveau. Du coup, mon spectacle, mon passage, je ne sais pas, mais c'était tellement extraordinaire. Ils l'ont trouvé tellement extraordinaire qu'à la fin de mon spectacle, de mon passage, mon loge, je vais dire c'était un peu grand comme ça, mais c'était plein d'Asiatiques qui voulaient faire des photos avec moi. Du coup, j'étais vraiment ému. À la fin, ils m'ont décoré la meilleure performance. L'artiste qui a eu la meilleure performance. J'ai même pas compris pourquoi. Parce que j'avais vraiment peur. Dans le public, il n'y avait même pas un noir. C'était plein à craquer. Comme quoi, au Bénin, on a de quoi impressionner, de quoi vendre davantage notre Bénin en matière de richesse culturelle. Oui. Et pour ça, je remercie toujours encore le peuple béninois qui m'a accordé sa confiance. Car sans eux, je n'aurais pas été sacré meilleur artiste espoir. Et sans Bénin Top 10, je n'aurais pas non plus été sacré. Sans l'ORTB aussi qui m'a envoyé là-bas, non. Donc je remercie tous ceux qui aident ma musique à pouvoir aller de l'avant. Mais moi, je préfère toujours puiser dans nos cultures. Je ne pouvais pas faire ce que le Nigeria fait, etc., etc. Je veux que le Nigeria aussi un jour copie le Bénin. Voilà. Ouais, je veux ça. Et c'est pour ça que vous avez choisi le soyoyo. Soyoyo, mais un peu travaillé, modernisé. Oui, voilà. Et tout, oui. Pour ça, je salue en même temps ce beatmaker, Ronnie Beat, qui a vraiment travaillé sur ce morceau pendant près de 2 mois parce qu'on le secouait vraiment. Ouais, mais cette guitare comme ça, non, c'est pas bon. Vous voyez, parce qu'il fallait être un peu à la hauteur de Robinson Sipa, quand même, qui est le précurseur de ce truc-là. Donc, c'est en même temps un hommage que je lui rends, puisque c'est un très, très grand artiste au Bénin. On essayera de venir à son niveau et pourquoi pas un jour aussi aller plus loin et être une icône de cette musique béninoise, africaine, pourquoi pas mondiale. Alors, si je comprends bien, l'orientation musicale désormais, c'est le soyoyo. Mais un peu hip-hop, un peu soyoyo pop, on peut le dire ainsi. Ouais, mais je ne dirais pas forcément que ce serait du soyoyo, mais je vais toujours m'inspirer des éventualités ou bien de la culture. Ça peut peut-être du TPNT mélangé. Pourquoi pas? Vous voyez, donc... Mais d'ailleurs, le Nigeria, je vais même dire qu'ils ont même volé nos pas de TPNT. Il y a une nouvelle danse qui est sortie. Et c'est là, c'était là, on ne voyait pas. Mais les gens du Nigeria ont fait ressortir ça. Et on a recommencé à copier. Vous voyez, en fait, on a nos trucs là. Donc, je pense que c'est à nous d'aller vers les grands. Regardez comment les danses se font ici, histoire de pouvoir piocher. Et, vous allez faire un tour au village? Ah ouais, pourquoi pas? Parce que pour
ce morceau de Robinson, c'est pas j'ai dû réécouter tous ses albums, c'est pas que je me suis levé du jour au lendemain pour le faire, non. J'ai dû faire une recherche culturelle côté chanson, vous voyez. Donc je me dis que la musique, c'est vraiment du boulot, c'est du travail. Donc tu peux pas te lever juste en même temps faire ça. Quand même, j'ai été sacré meilleur artiste espoir, je vais pas me mettre à m'amuser. C'est un truc qui me donnera à manger. Voilà. Et ça, c'est parti quand même de Benetop 10. Vous aurez souhaité être encore sur le podium ce soir? Bon, cette année, je ne me suis pas trop concentré sur le Benetop 10. Je ne vais pas dire que ça a été fait exprès, mais non, parce que je me suis plus concentré sur mon album. Voilà. Du coup, on n'a pas vu le temps passer. On a été pris à coup. Donc, la communication sur ce plan n'a pas été vraiment faite. Mais l'année prochaine, avec la sortie de l'album, Inch'Allah. Ah oui, l'album sort l'année prochaine? Oui, l'album sort l'année prochaine. Un album de combien de titres déjà qui viendra? Bon, je vais peut-être taire ça, mais je peux déjà vous dire qu'il y a la grande Zénab qui m'a accompagné sur un morceau sur ça. Oui. Il y a, comment l'appelle-t-on, Stanley Eno. Je ne sais pas si beaucoup de Béninois le connaissent, c'est un Camerounais, une grande star là-bas. Oui. On a aussi quelques artistes ici, aussi comme Nasty Nesta, Jupiter Da Vibe. En tout cas, voilà quoi, un peu ça. Voilà. Et donc, on espère pour 2019 l'album de T-Boy, orientation désormais puisée toujours de nos richesses culturelles, nos rythmes traditionnels. Bah ouais, rien de secret, tout se transforme. En fait, tout est là, c'est à nous de juste réfléchir, vraiment trouver ce qu'il faut. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de copier. Voilà. Je veux qu'on nous copie. Pourquoi pas? Ouais, alors, voilà. Pour Benetop 10, qu'est-ce que vous pensez de cette compétition? Cette compétition, vraiment, elle est magnifique. Et puis, j'aimerais vraiment que les autorités s'y impliquent plus. Parce que je vois que c'est en réalité le seul événement qui met vraiment en valeur cette musique qu'on a au Bénin. Et qui ne se concentre pas seulement sur Cotonou. C'est dans tout le Bénin, vous voyez. Donc, je me dis, si on leur donne plus de moyens, plus d'opportunités, c'est des gens qui peuvent faire des trucs inimaginables. C'est des gens qui peuvent faire des trucs inimaginables. Et pourquoi pas, ça peut être diffusé dans le monde entier après, pourquoi pas. Vous voyez, donc, je me dis que c'est un acte louable, salutable, grâce à eux. Pour la 3e fois dans ma vie, j'ai pris l'avion. Je suis allé loin, quand même, représenter l'Afrique. On parle de l'Afrique, quand même, c'est pas petit. C'est pas petit. J'aurais jamais imaginé de ma vie faire ça. Vous voyez, donc ça n'arrive qu'une seule fois. C'est arrivé grâce à Benetop 10, grâce à l'ORTB. Donc je remercie beaucoup pour ça. Et même là-bas, ils ont voulu que je revienne encore. Vous voyez, en Asie, ils ont voulu que je revienne. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Vous allez juste contacter mon staff et puis ça se fera. Donc, ça se fera. Merci, ouais, voilà. En tout cas, des portes restent toujours ouvertes après donc, ces expériences que vous avez eues après Benetop 10. C'est un plaisir, en tout cas, d'avoir reçu sur ce plateau. Vivement l'album de 2019. On attend T-Boy, l'album au complet. Ça c'est vrai. Donc comme je vais le dire, je vais en même temps profiter, souhaiter un joyeux Noël en retard à tous les enfants. Ah ouais, c'est vrai, les enfants me suivent beaucoup quand je passe dans la rue, dans la voiture. Hey, T-Boy, ouais. Donc je suis très content, les enfants sont le vrai public. Un enfant ne te mentira jamais. Si ton son est bon ou pas, l'enfant, si c'est bon, il chantera. Donc vous voyez, je suis très content. Donc voilà, nouvelle année dans laquelle aussi on rentre. S'il vous plaît, comme je le dis, dosez sur l'alcool. Dosez, je vous en prie, sur l'alcool. Si vous tenez à quelqu'un, cachez sa clé. S'il a bu, il peut rentrer demain, ça ne fait rien. Mais quand on tient à quelqu'un, on le retient. Midjaoui, Magic. Merci beaucoup pour le message. Nous allons marquer la pause avant de retrouver Ulvaeus Balogun dans la rédaction de BB24 pour le journal. Dans quelques instants, 19h45. Sous le haut parrainage du ministre de l'économie numérique et de la communication et du ministre du tourisme, de la culture et des sports, l'ORTB couronne pour une 11e fois le meilleur artiste de l'année qui partira cette année avec le trophée artistique le plus convoité du Bénin et 1 million de francs CFA.
Rendez-vous ce 28 décembre 2018 à 20h à la salle FITEB de Cotonou pour le savoir. J'avoue, de connaître a changé mes jours. Venez vivre une soirée riche en couleurs, entrée libre et gratuite. Infoline 95 95 33 88 97 33 07 78. Bénet Top 10 pour le meilleur de la musique béninoise. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La période des fêtes de fin d'année rime souvent avec l'effervescence dans les familles et dans les marchés. Étalages et boutiques sont inondés de produits de grande consommation, mais attention à ne pas se faire duper. Les médias en ligne, les blogueurs et autres acteurs de la toile exerçants se retrouvent au sein des médialogues, un espace de partage des instruments qui régissent le numérique au Bénin. Bénin Top 10 célèbre cette année sa 11e édition. C'est une compétition qui fait la promotion de la musique traditionnelle et moderne béninoise. Je le disais dans les titres, c'est la période des fêtes et donc de l'effervescence dans les familles et dans les marchés. Dans les marchés d'ailleurs, les prix sont en fait, vous l'aurez remarqué. Et les étalages ainsi que les boutiques sont inondés de produits de grande consommation. Mais attention, certains produits alimentaires dont la date de péremption est illisible sont mis en vente. Nous avons fait le constat au marché Missebo avec Patrick Adjabodjou. Ils sont en plein exercice de contrôle des produits de grande consommation au marché d'Antokpa. Ce sont deux animateurs sanitaires de LCP, une structure affiliée à la Fédération nationale de la défense des droits des consommateurs. Ils découvrent que ces deux commerçantes vendent des pâtes alimentaires dont la date de péremption est illisible et prête à confusion. Le fabricant dit que le produit va faire 12 mois pour pouvoir s'expirer. Ça a eu une durée de vie de 12 mois. Maintenant, il a dit de 12 mois à partir de la date de production. Ici, maintenant, on ne retrouve pas la date de production pour pouvoir savoir si c'est déjà passé ou c'est pas encore passé. Ouais, là, c'est un produit suspect. Parce que tel que c'est maintenant, quelqu'un peut le prendre décembre 2019 pour dire que ça va faire 12 mois. On va accepter ça, on va toujours accepter parce qu'on ne trouve pas sa date pour pouvoir déterminer sa durée de fin. Vous comprenez? Maintenant, dans les cas comme ça, nous on est obligés, puisque c'est des bonnes dames, on ne peut rien contre eux, on est obligé de les conduire faire ce qu'elles font, s'approvisionner. Les deux revendeuses acceptent de nous conduire à la source d'approvisionnement. Au bout de 2 minutes, nous sommes chez le grossiste. À l'intérieur, la caméra est interdite. Personne ne veut donner de détails. C'est là le problème. Mais étant donné que nous ne sommes pas des étatiques pour les juger, donc on sera obligé d'être en train de suivre ces produits-là jusqu'à la date, qu'on ne les retrouve plus après sa date sur le marché. C'est tout ce qu'on a à faire seulement. Nous sommes avec les gendarmeries des arrondissements. Par exemple, quand on est venu maintenant, elle ne veut pas nous comprendre, on sera obligé d'appeler le commissariat de la province pour pouvoir nous intervenir. Nous sommes avec la BPLP aussi pour pouvoir... La Sogema est là avec nous. Vous comprenez, le commissariat de la Sogema aussi nous appuie aussi des fois quand le cas nous dépasse. Du marché d'Antokpa à Missebo, les conserves alimentaires sont disponibles en quantité. Reste maintenant à savoir si ces conserves respectent la date limite d'utilisation. Pas évident. Ni commerçantes, ni acheteurs ne veulent se prononcer sur le sujet. Seule Dame Bernadette décide de se prêter à nos questions. Elle déclare ne jamais vendre les conserves alimentaires avariées.
Nyemrosa nungble montation ho te madokwe na iho kwe bona sa kwe poze kwe jowe de tene madokwe de 2023 de Apollo long 2023 ouais na périmé c'est bon là c'est bon 2020 ouais en anglais Atlanta 2022 ouais na périmé Apollo long 2023 ouais en anglais l'Epic 2020 ouais en anglais Omega 2023 ouais na périmé. Sous le couvert de la liquidation et de l'effervescence des fêtes de fin d'année, des produits avariés et impropres à la consommation sont souvent déversés sur le marché. Encore une fois, vigilance. Vigilance, donc. On parle à présent des professionnels des médias exerçant sur Internet, des blogueurs et des autres acteurs de la toile qui se sont retrouvés pour la deuxième édition des Médialogues. C'est un espace de dialogue, d'échange et de partage pour mieux appréhender les instruments qui régissent le numérique au Bénin. Reportage. Depuis 2005, les réseaux sociaux gagnent du terrain au fil des années. Ces outils de communication qui n'avaient pas été comptabilisés au même titre que les médias traditionnels ont pu s'effrayer un chemin et se tailler une bonne place dans le paysage médiatique. Si ces outils ont bel et bien entraîné des mutations dans la profession, quelle garantie pour le citoyen quant à la véracité des informations véhiculées par ces réseaux sociaux? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la presse en ligne est en train de ravir la vedette à la presse traditionnelle, aux médias traditionnels. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Cependant, et je ne trahis aucun secret quand j'aurais dit que l'information produite par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pose quelquefois des problèmes. Tant au niveau de la déontologie, tant au niveau du respect des mœurs, tant au niveau de beaucoup de considérations. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de les accompagner, de leur montrer les règles qui exigent, qui accompagnent la production et la circulation de l'information. Si ces bouleversements sont une suite logique liée aux innovations, le respect des normes professionnelles, notamment le code de déontologie, doit être de mise. Le risque est grand. Si les médias classiques, dans leur forme actuelle, dans leur texture actuelle, ne s'adaptent pas à un minimum de déontologie, à un minimum d'éthique, eh bien, on risque de dérive. Les médias traditionnels, dans leur tradition, eh bien, classique, sagesse aussi, doivent aussi faire l'effort d'aller au niveau du dynamisme, de la rapidité, pour épouser les nouvelles normes. Sans cela, ce sera compliqué. Pour cette deuxième édition de Médialogue, le thème d'échange s'intitule « Avènement du tout numérique au Bénin. Quel enjeu et défi pour les médias traditionnels et les nouveaux médias ?» Les nouveaux médias ont certes réussi à avoir une grande audience. Cependant, il y a parfois et bien souvent à redire sur la qualité de l'information produite. C'est pourquoi les deux médias doivent collaborer régulièrement pour tenir le pari de l'information. L'un pour acquérir les techniques qui pourront lui permettre de tenir les exigences technologiques et l'autre pour produire des informations de qualité. Médialogue est une initiative du ministère de l'économie numérique et de la communication. Le bras opérationnel, la direction générale des médias. On parle à présent de la compétition de musique dénommée Bénin Top 10, une initiative qui est à sa 11e édition et qui est organisée par l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Cette compétition promeut la musique traditionnelle et moderne béninoise. Suivons ensemble. Le Bénin Top 10 récompense des artistes donc qui ont fait le choix de promouvoir leur œuvre artistique tout au long de l'année. Pour le compte de 2018, nous avons eu beaucoup d'artistes qui ont travaillé, qui ont fait un véritable travail de promotion de leurs œuvres musicales. Et c'est ces artistes que nous féliciterons à la grande soirée donc, du vendredi 28 à la salle FITEB de Cotonou. Ça va démarrer à partir de 20h et l'entrée est libre et gratuite. Nous attendons vivement tous ces mélomanes. Venez soutenir nos artistes, venez
faire l'option d'accompagner nos artistes qui ont décidé de faire la promotion de leurs œuvres. Le Bénin Top 10, c'est 10 catégories. Nous avons la catégorie artiste des auditeurs, qui est cet artiste que les auditeurs ont plébiscité. L'artiste des téléspectateurs, c'est pareil, maintenant c'est à la télévision, parce qu'entre janvier et novembre, nous avions eu une compétition à la télévision. Il y a l'artiste des téléspectateurs donc. Nous avons l'artiste qui a le meilleur lyrics, le meilleur test de chanson. Aujourd'hui, le Bénin Top 10 a décidé d'accompagner ces artistes qui passent des messages dans leurs chansons. Le prix de la meilleure réalisation vidéo. L'artiste part avec un trophée et le réalisateur qui a fait cette vidéo aussi partira avec un trophée. Nous avons le prix du meilleur artiste de musique traditionnelle. Ils sont attachés à nos valeurs, ils chantent les chansons, la musique de chez nous. Eux-mêmes, ils ont leur mot à dire dans le Bénin Top 10, meilleur artiste de musique traditionnelle. Nous avons le prix du meilleur espoir. Le meilleur espoir, c'est ce jeune artiste qui vient de commencer, qui n'a pas d'album, mais qui a peut-être un single ou deux, mais qui a véritablement fonctionné en 2018, qui a fait parler de lui en 2018. En page internationale à présent, pays sahélien situé dans la partie la plus occidentale de l'Afrique, le Sénégal est l'un des pôles économiques les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Rétrospective des réformes économiques fortes engagées par le gouvernement sénégalais, c'est dans cet élément. Il suffit d'un rapide rétropédalage pour tenir l'essentiel des faits saillants de l'actualité économique en 2018. On se rend vite compte que le Sénégal savoure encore des événements qui ont fait date. Le dernier a pour cadre Paris, un nom de code groupe consultatif. L'élément de satisfaction, le chiffre au compteur, 7 700 milliards de francs CFA. Le Sénégal, qui ne cherchait que 2 856 milliards, sortira de cette table ronde avec les bailleurs comblés et ragaillardis. C'était du 17 au 18 décembre, sous la présidence du chef de l'État. Une semaine avant, c'est le Premier ministre qui signait à Washington le deuxième compact du Millennium Challenge Corporation, plus de 300 milliards de francs CFA alloués au Sénégal pour soutenir ses efforts de diversification de sources de production et d'accès à l'électricité. Encore un coup de rétropédalage et nous voilà à l'Assemblée nationale qui a voté cette année un budget record, 4 071 milliards de francs CFA, avec un taux de croissance projeté à 6,9%. À l'hémicycle, le ministre de l'Économie a voulu être clair sur le débat concernant la tension de trésorerie. Avec 384 milliards dans les comptes de la BCEAO, le Sénégal n'a pas de problème pour payer ses obligations, précisera-t-il. En 2018, le Sénégal a levé sur les marchés financiers internationaux 2,2 milliards de dollars, près de 1200 milliards de francs CFA de rebond, pour acheter des crédits et financer des projets du PSE. Le PSE, Plan Sénégal émergent, a bouclé en 2018 4 années de mise en œuvre. Dans son bilan, plusieurs infrastructures inaugurées cette année, la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, la première génération des sphères ministérielles, l'autoroute Ila-Touba, le train express régional en phase test. Pendant ce temps, dans les régions, le programme d'urgence de développement communautaire lui aussi bouclé sa première phase avec 95% de satisfaction sur les plus de 200 forages et les 800 km de pistes à construire, les 400 villages à électrifier et les 5000 équipements à distribuer. C'est dans ce contexte que la deuxième phase a été lancée en 2018. En 2018, le Sénégal a également vu grand avec un aérodrome certifié et une compagnie aérienne en service. Air Sénégal SA a démarré ses vols dans la sous-région et a passé de nouvelles commandes d'avions dont 2 Airbus A330 Neo 9. C'est l'amorce de l'émergence, une émergence que pourrait précipiter les recettes attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz. L'on a su en 2018 que les gisements Grand Tortue et Esseni rapporteront à l'État 16 800 milliards de francs CFA sur 30 ans. Des perspectives heureuses qui pourraient rapprocher l'horizon de l'émergence. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre aimable attention en espérant vous retrouver à partir de demain pour le journal du week-end.
Merci Vaïs Balogun pour la présentation du journal des studios. On passe à présent sur la toile pour l'actu web. Bénin Développement Agricole. Le système national de recherche se dote de nouveaux tests. Atelier d'actualisation sur les statuts et règlements intérieurs du système national de recherche agricole les 27 et 28 décembre. Pendant 2 jours, enseignants-chercheurs des universités, directeurs de centres et d'institutions de recherche et autres techniciens se penchent sur ce projet. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi renforcer le flux des produits d'exportation. Gauthier Biao, recteur de l'Université nationale d'agriculture de Kétou, espère sortir le SNRA de sa léthargie à la fin de ses travaux. En Côte d'Ivoire, la Chine s'engage pour la formation des talents ivoiriens dans les TIC. La Chine est donc disposée à travailler au transfert technologique entre Pékin et Abidjan dans ce secteur. C'est pour l'accélération de la transformation numérique dans la société ivoirienne. Une volonté exprimée par l'ambassadeur de la Chine près la Côte d'Ivoire. C'est à l'occasion d'une cérémonie de clôture du programme Graines de l'avenir et du lancement du projet Huawei ICT Académie Côte d'Ivoire. Un programme visant la formation des jeunes dans le domaine des TIC. Ce projet est mis en œuvre dans plus de 102 pays dans le monde. Le but est de créer un bassin de talents dans le domaine des TIC. Le numérique est devenu un levier important dans la croissance économique des pays. Il permet aussi la création de valeur et de transformation sociale. Dans cette optique, la Côte d'Ivoire veut assurer une couverture de près de 100% de la population ivoirienne en service des téléphonies mobiles avant fin 2020. Bénin concours Cartoon Innove for Children. Le groupe Our Voice remporte le premier prix. 78 participants au départ, 8 équipes sélectionnées et 3 finalistes. À l'arrivée, les 3 meilleures startups ont été récompensées. C'est la startup Our Voice qui a proposé la meilleure solution nouvelle en faveur de la promotion des droits des enfants. Elle part avec le premier prix, suivi de Éduc Bénin et PIS. En plus des trophées, elles ont bénéficié de matériel informatique offert par l'UNICEF. Elles ont aussi droit à des cours de renforcement. Ils portent sur les notions de développement d'applications, de concepts, d'innovation et de marketing. C'est une initiative de l'UNICEF en collaboration avec l'Association des blogueurs du Bénin et le ministère de l'économie numérique. Elle vise à promouvoir les meilleures innovations technologiques relatives aux droits des enfants. Cameroun rétrospective sport. Le retrait de la CAN, événement sportif de l'année. La décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAN de retirer l'organisation de la 32e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 au Cameroun reste l'événement sportif de l'année au Cameroun. Selon l'organisation fertière de football continental, toutes les conditions de conformité n'ont pas été respectées dans le délai. Après avoir considéré qu'un simple report n'était envisageable, la CAF a conclu. Pour toutes ces raisons, la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ne peut se tenir au Cameroun. Cette décision de la CAF prive le pays d'une deuxième organisation de la CAN. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi. J'aime ça, hein? Fin de cette actualité web. Merci beaucoup à vous, Cécile Woundé, et bon week-end à vous, tout simplement. On a encore quelques 2 minutes à passer encore ensemble, hein, chers téléspectateurs, et ça, c'est pour suivre tout simplement la météo.
Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Oui, le week-end s'annonce, je dirais même, c'est le dernier de 2018. On n'oublie pas le code. On va mollo, mollo, qui va lentement, va sûrement, et va retrouver 2019 en pleine forme. Ciao.